Malgré le désherbage pratiqué par l'homme depuis des millénaires, une flore particulière parvient à se maintenir dans les champs cultivés. Dans cette séquence, nous allons apprendre à mieux connaître cette flore, sa diversité et les caractéristiques qui permettent son maintien dans ce milieu a priori hostile. En France, les terres labourées représentent un peu plus d'un tiers de la surface du territoire. Il est donc important de comprendre les facteurs qui déterminent la biodiversité dans ce milieu afin de pouvoir concilier production agricole et protection de la biodiversité. Vous savez ce qu'est un milieu cultivé, mais est-ce que vous êtes déjà demandé comment une plante réagit aux conditions de ce milieu? D'un côté, elle doit faire face à de nombreuses perturbations. D'un autre côté, elle peut aussi profiter des engrais qui sont destinés à la culture. Ce qui caractérise un champ cultivé, depuis le néolithique et l'invention de l'agriculture, c'est le retour annuel d'un travail du sol. Alors l'objectif de ce travail du sol va être de détruire la végétation précédemment installée pour permettre l'implantation d'une espèce cultivée avec un minimum de concurrence. Mais le milieu cultivé se traduit aussi par une forte richesse en ressources nutritives du fait de la fertilisation, mais aussi parfois de l'irrigation apportée à la culture. Donc la caractéristique vraiment particulière, c'est la combinaison à la fois d'un milieu très perturbé et très riche en ressources nutritives. Les conditions particulières par rapport au milieu naturel environnant ont sélectionné un pool d'espèces particuliers, les adventices des cultures. Alors Philippe Jeusin, qui est professeur à AgroParisTech, va nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est une espèce adventice. Pour détailler un petit peu les caractéristiques des espèces qui sont adventices dans les champs cultivés, il y avait deux catégories, vivaces et annuelles. Alors chez les vivaces, effectivement, il y a deux facteurs qui vont permettre à une plante vivace d'être effectivement très nuisible. C'est la profondeur d'enfouissement, d'une part, et d'autre part, la capacité de multiplication végétative. Donc plus la profondeur d'enfouissement est importante, plus il sera difficile d'atteindre l'espèce par un travail du sol ou par des herbicides systémiques. Donc ça, c'est essentiel. Et au niveau de la capacité de multiplication végétative, on peut considérer que dans une culture comme une vigne ou un verger, il faut que la plante soit capable de faire par individu et dans l'année une cinquantaine de boutures. C'est un minimum, si possible une centaine. Et quand on arrive à des cultures comme une céréale intensive, il faut que la plante soit capable de fabriquer 500 boutures dans l'année par individu, ce qui est considérable évidemment. Alors concernant les plantes annuelles, il faut qu'elles soient capables de maintenir un stock semencier le plus important possible pour pallier aux destructions successives et aléatoires faites par l'agriculteur. Et donc le caractère important, c'est non seulement la survie, bien sûr, donc la longévité de ces semences qui va être essentielle, la fertilité bien sûr, parce que plus il y en a dans le stock semencier et plus l'espèce a des chances effectivement de survivre à long terme, mais aussi tous les facteurs qui vont permettre justement de pallier à ce caractère aléatoire du désherbage. C'est-à-dire que la plante ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il va falloir que certaines graines germent alors que d'autres ne germent pas, et qu'il y ait plusieurs successions. Donc ça va être fait grâce à des phénomènes qui sont des dormances très importantes, en général liées aux enveloppes autour de l'embryon et pas du tout à l'embryon lui-même, et puis liées à la photosensibilité des semences. Beaucoup de mauvaises herbes sont photosensibles et germeront, pour certaines, la plupart, mieux à la lumière qu'à l'obscurité. Pour d'autres, c'est plus exceptionnel, mieux à l'obscurité que la lumière. Au niveau des adventices, j'ai rédigé une flore des champs cultivés dans laquelle j'ai retenu 1200 espèces qui sont présentes dans les champs cultivés. Maintenant, il faut moduler ce chiffre, c'est d'ailleurs sur ces 1200 espèces, on va, pour simplifier, dire qu'il y en a 25% qui sont nuisibles et qui peuvent localement mériter le statut de mauvaise herbe, 50% qui sont présentes mais qui ne créent pas de difficultés, donc qui peuvent éventuellement être négligées lors des programmes de traitement qu'on peut faire, et puis, malheureusement, 25% qui sont en voie de disparition.
comment les plantes parviennent-elles à se maintenir dans ce milieu cultivé. Alors d'une part, il y a la régularité des perturbations qui a sélectionné des espèces à cycle de vie court. Ce sont des plantes annuelles. C'est-à-dire que leur cycle de vie jusqu'à la reproduction va durer quelques semaines, parfois quelques mois, mais toujours sur une durée inférieure à 1 an. Ce qui fait qu'elles vont pouvoir germer et se reproduire entre le travail du sol pour installer la culture et la récolte de cette même culture. Les graines produites par ces plantes annuelles ont souvent une durée de vie importante de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, ce qui leur permet d'attendre les conditions favorables pour germer et se reproduire. Un autre aspect important de la diversité des adventices, c'est leur période de germination. On observe 2 grands pics de germination, un premier à l'automne, avec le retour des pluies, et un second au printemps, où les pluies se conjuguent à des températures plus élevées. Ces 2 périodes correspondent aussi aux dates d'implantation des différentes cultures et permettent de comprendre la différence de composition en adventices entre un blé semé à l'automne et un maïs semé au printemps. Certaines adventices peuvent germer et fleurir tout au long de l'année, par exemple le mouron des oiseaux. Cela leur permet d'être présents dans différents types de cultures et cela leur permet aussi d'échapper en partie à certaines opérations comme le désherbage. Comme dans les milieux plus naturels, on va trouver des espèces adventices différentes suivant les régions ou suivant le type de sol. Alors par exemple, on va avoir des espèces adventices plus typiques du midi de la France, comme par exemple le Diplotaxis fausse-roquette que vous pouvez voir autour de moi avec ses fleurs blanches. On va avoir aussi des espèces adventices plus typiques de sols siliceux acides, comme la spergule des champs, ou au contraire des espèces plus typiques de sols argilo-calcaires à cailloux, comme vous pouvez le voir ici avec des exemples d'espèces comme le Cocalis à fruits larges. Le travail régulier du sol va empêcher l'installation des espèces ligneuses, mais aussi de la plupart des espèces vivaces à souche. Alors l'effet du travail du sol sur les annuelles et sur les vivaces à bulbes ou à rhizome est plus complexe. D'un côté, ce travail va éliminer les plantes en surface, mais pour les espèces annuelles, il va aussi ramener en surface des graines produites les années précédentes. Et pour les vivaces à bulbes et à rhizome, la destruction des plantes en surface va être compensée par la dispersion de petits morceaux de bulbes ou de rhizome qui vont participer à la multiplication de ces plantes. Dans ces cultures, on va sélectionner également les espèces qui germent en fin de saison lorsque les travaux du sol ne sont plus possibles. C'est le cas par exemple de l'amarante ou des sétères. Le travail du sol régulier va également favoriser les espèces adaptées au fractionnement ou favorisées par celui-ci. C'est le cas par exemple du liseron des champs. La réponse de la flore adventice aux pratiques culturales dans les vignobles est étudiée ici à Montpellier. Alors, Elena Kazakou, qui est maître de conférence à Montpellier Supagro, va nous expliquer un peu plus en détail la méthodologie et les premiers résultats pour comprendre la réponse de ces espèces aux pratiques viticoles. Ces pratiques de l'énervement spontané permanent, ça ne peut pas être une pratique qu'on va appliquer dans tout le type de cultures et surtout dans les cultures annuelles. Par contre, dans les cultures comme la vigne, c'est une pratique qu'on peut tout à fait envisager. Quand je parle de gestion du sol, on va parler de gestion des reins. Alors les reins, c'est les pieds des vignes qu'on va trouver. Donc là, on va voir différentes façons de gérer les reins, les pieds des vignes. Donc ça peut être de l'herbicide, ça peut être travail du sol, ça peut être de l'énervement spontané. Mais on a aussi l'espace qui se trouve entre les reins, qui s'appelle l'anterrain des vignes. Et donc cet espace qui est d'une importance, d'une largeur assez importante, beaucoup plus important que dans les cultures annuelles. Donc là, c'est la niche, on peut parler l'espace où les adventices, les herbes folles vont se trouver. Donc dans les mêmes vignobles, on peut avoir des anterrains
qui vont être traitées chimiquement, donc pas du tout des espèces présentes. On va trouver des espèces, tout au contraire, des reins qui sont énerbés, donc énerbés avec des espèces qu'on sème, énerbés avec la flore spontanée, donc plein d'herbes folles, du travail du sol, du labour, du mulch, le mulch c'est juste la biomasse sèche, la biomasse morte qu'on pose juste pour couvrir les sols. Quand on va avoir un herbicide qui est répété chaque année, on va avoir une spécialisation de flore assez importante, donc on va toujours trouver les mêmes espèces. Et un travail du sol, ça va aussi avoir, va éliminer certaines espèces et va avoir comme conséquence d'avoir des espèces qui ont capacité à résister plus longtemps dans la banque de graines et pouvoir germer, alors que quand on va avoir un énerbement spontané, on va avoir une diversité beaucoup plus large. Donc les conséquences, une diversité spécifique et fonctionnelle de communautés a des advantages assez importantes, mais aussi ce qu'on cherche à comprendre, c'est la capacité de ces couverts à attirer des auxiliaires qui peuvent avoir des effets bénéfices contre les maladies, contre d'autres types de ravageurs de la vigne, et les conséquences aussi pour tout ce qui est sol, donc azote et eau, qui sont les deux ressources principales pour la vigne. Les vignes qui sont énerbées, ce n'est pas des vignes sales, ça peut être des vignes qui vont être moins dépendantes des apports de l'homme, et on peut avoir des services qu'on n'attend pas ou qu'on ne connaît pas encore, qu'on a mal identifiés par rapport à ces herbes folles. Donc pour moi, il y a un espoir, surtout dans ce type d'agroécosystème, de voir de plus en plus d'énerbements spontanés qui vont être développés. Les sols cultivés se caractérisent par des perturbations répétées et une forte richesse en nutriments. La plupart des adventices existent aussi dans d'autres milieux, mais sont adaptés aux milieux cultivés. Quelques rares espèces sont nées dans les cultures. Les adventices sont souvent des plantes annuelles, certaines ayant un cycle très court. Les graines sont capables de survivre très longtemps dans le sol. Elles germent de préférence ou au printemps ou à l'automne, selon les espèces. Les espèces phares à retenir dans cette vidéo sont la stellaire intermédiaire, et le Diplotaxis phosroquette.